Il y a des soirs où le silence pèse plus lourd que la mémoire elle-même. Dans un appartement parisien baigné d'une lumière couleur miel, un homme aux cheveux désormais entièrement blancs s'assied près d'une fenêtre entr'ouverte. Le vent de novembre glisse doucement sur son visage, comme pour rappeler qu'un long hiver l'attend encore. À 80 ans, Jean-Pierre Léaud n'a plus besoin des projecteurs, ni des applaudissements. Il ne cherche plus la jeunesse qu'il a offerte au cinéma français, ni les rôles qui ont façonné des générations entières. Ce soir-là, il ne reste que l'homme, dépouillé du mythe. Les murs autour de lui sont tapissés de photographies en noir et blanc. Des regards figés, des sourires oubliés, des instants volés à une époque où tout semblait possible. Pourtant, derrière ces fragments de lumière, une autre histoire se cache. Une histoire faite de blessures plus profondes, de promesses brisées, de départs qu'on n'a jamais vraiment compris. Jean-Pierre Léaud inspire lentement, comme si chaque respiration le ramenait vers une vérité qu'il a trop longtemps voulu taire. Puis, dans un murmure presque imperceptible, il laisse tomber ces mots, lourds comme une confession tardive. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. La phrase reste suspendue dans l'air froid, s'étirant comme une ombre qui refuse de disparaître. Il baisse les yeux, les mains tremblantes, comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il avait juré de maintenir close. Car derrière ces 5 noms, il y a 5 trahisons qui ont marqué sa vie à jamais. Mais qui sont-ils? Et pourquoi leurs souvenirs continuent-ils de brûler après tant d'années? La phrase qu'il venait de murmurer semblait encore flotter dans l'air, comme un écho lointain de quelque chose de beaucoup plus ancien. Pour comprendre ces 5 trahisons, il faut revenir en arrière, bien avant les projecteurs, bien avant l'effervescence de la nouvelle vague. Il faut revenir à ce petit garçon né à Paris en mai 1944, dans une ville encore marquée par la guerre et les privations. Jean-Pierre, enfant unique, grandit dans un appartement modeste, où les silences étaient plus fréquents que les éclats de rire. Son père, souvent absent, voyageait pour son travail, tandis que sa mère, discrète, rêveuse, tentait de combler ce vide avec des gestes doux mais fragiles. C'est dans cette atmosphère que le jeune Léo apprit très tôt à observer le monde plutôt qu'à y participer. Il écoutait les conversations à moitié, se cachait derrière les portes, imaginait des histoires pour remplir les heures creuses. Dans le poste de radio posé près de la table de cuisine, les voix des acteurs, les récits dramatiques, les mélodies anciennes devenaient ses premiers compagnons. La solitude déjà s'installait doucement, comme une ombre qui s'allonge au fil des ans. À l'école, il n'était ni le plus brillant, ni le plus turbulent. Il était celui qu'on oubliait, celui qui regardait par la fenêtre pendant que les autres riaient dans la cour. Cette sensation de décalage, de distance, forgea en lui une sensibilité particulière, une manière d'aimer trop fort, de faire confiance trop tôt, de se sentir blessé trop vite. Il apprit aussi que les adultes ne tiennent pas toujours leurs promesses, une leçon reçue très jeune, lorsqu'un ami très proche de la famille disparut soudain de leur vie sans explication. Ce départ silencieux fut pour lui une première fissure, la découverte brutale que l'affection peut se dissoudre du jour au lendemain. Mais une autre force grandissait parallèlement à ces blessures, le désir d'exister autrement, de trouver un espace où l'on ne pourrait plus l'ignorer. C'est cette énergie fragile, faite à la fois de manque et de rêve, qui le conduira plus tard sur un plateau de tournage. Car avant d'être un acteur, il fut un enfant qui cherchait une place dans un monde trop vaste, trop bruyant, trop changeant pour lui. Et cette quête, commencée dans la pénombre de son enfance, portait déjà les germes de ce qu'il ne pardonnerait jamais. Il y eut un jour pourtant où la lumière vint frapper directement son visage. Il ne s'y attendait pas. Rien, dans son enfance silencieuse, ne laissait présager que son destin se mêlerait un jour à celui du cinéma français. Mais à 13 ans, presque par hasard, il accompagna sa mère à une audition. Le réalisateur cherchait un garçon qui ne joue pas, qui existe. Jean-Pierre demeura immobile, les mains dans les poches, le regard clair, mais lointain. Cette absence, cette manière d'être à côté du monde tout en le traversant, séduisit immédiatement. Quelques semaines plus tard, il entrait dans un univers qu'il ne quitterait plus. Puis vint la rencontre décisive. François Truffaut, jeune cinéaste déjà habité par le désir de bouleverser les codes, reconnut en lui quelque chose de rare, une fragilité lumineuse, une vérité brute, presque sauvage. Ensemble,
Il donnerait naissance à l'une des figures les plus emblématiques du cinéma mondial, Antoine Doinel. Quand Les 400 coups sortit en 1959, Jean-Pierre n'était plus un enfant oublié. Il devint un symbole, un visage, une rébellion douce que le monde entier applaudit. Les années suivantes furent un tourbillon. Festivals, interviews, voyages, tournages à répétition. On le voulait partout, à Rome, à Berlin, à New York. Les caméras l'aimaient. Elles captaient sa démarche hésitante, ses regards perdus, son sourire qui n'en était pas vraiment un. Mais derrière ce succès fulgurant, quelque chose se dérobait déjà. La célébrité, pour lui, ne fut jamais une conquête naturelle. Elle ressemblait davantage à une paroi trop lisse à laquelle il tentait de s'agripper. Il jouait, oui, mais c'était surtout pour ne pas disparaître. Chaque rôle devenait une manière de survivre. La nouvelle vague avançait, et lui avec. Godard, Rivette, Eustache, tous voulaient sa présence, sa vérité silencieuse. Il devenait une icône malgré lui, un héritier d'une génération qui brûlait de liberté. Mais cette effervescence avait un revers. Plus il montait, plus il sentait la distance se creuser entre lui et le monde ordinaire. Les visages se multipliaient autour de lui, mais les liens véritables, eux, se raréfiaient. Il apprenait à sourire sans y croire, à remercier sans ressentir, à serrer des mains qu'il oublierait aussitôt. Et puis, il y eut la première cassure. Une promesse professionnelle qu'on lui fit avec enthousiasme, qu'on répéta dans les salons, qu'on affirma devant témoins, mais qui se déroba soudain, remplacé par un autre acteur plus bankable. Une décision froide, calculée, qui lui fit comprendre que le cinéma, ce monde qu'il avait cru fraternel, pouvait aussi être tranchant, impitoyable. Il ne protesta pas, il ne cria pas, il se contenta d'encaisser comme il l'avait fait enfant. Mais ce jour-là, un fil invisible se rompit, car l'ascension n'est jamais seulement une montée. C'est aussi l'ombre qui s'étire derrière soi. Et déjà, dans cette ombre, les premières trahisons prenaient forme, silencieuses mais prêtes à frapper. Les années passaient, et derrière la fulgurance de sa carrière, une fragilité de plus en plus visible se dessinait. L'éclat des festivals, les tapis rouges, les applaudissements, tout cela avait fini par s'user comme un vêtement trop porté. À mesure que le monde du cinéma gagnait en vitesse, en stratégie, en calcul, Jean-Pierre, lui, restait fidèle à son rythme intérieur, lent, hésitant, profondément humain. Cette différence devint un fossé, puis, tôt ou tard, les fossés se transforment en abîmes. La première rupture véritable survint lors d'un tournage où il croyait avoir enfin trouvé une équipe qui le comprenait. Pendant des semaines, il s'était livré, offrant le meilleur de lui-même, laissant ses émotions affleurer avec une sincérité presque dangereuse. Mais au moment du montage, certaines scènes, celles qu'il avait données avec une intensité rare, furent coupées, remplacées par une version plus commerciale du récit. Il se sentit trahi, non pas par un individu, mais par une vision du cinéma qui ne correspondait plus à la sienne. Ce jour-là, il comprit que l'art pouvait aussi être mutilé au nom du marché. Puis, il y eut l'autre blessure, plus intime, plus silencieuse. Un ami qu'il admirait profondément, avec qui il partageait des années de complicité, se détourna de lui sans explication claire. Une froideur soudaine, un éloignement progressif, comme si la présence de Jean-Pierre était devenue une gêne. Il tenta de comprendre, de poser des questions, mais le silence fut la seule réponse. Ce départ brutal rouvrit une fissure ancienne, celle qu'il portait depuis l'enfance, lorsqu'un adulte de confiance avait disparu sans dire adieu. À partir de là, tout changea. Son regard devint plus sombre, plus intérieur. Il parlait moins, riait encore moins. Il se mit à douter des engagements qu'on lui proposait, à scruter les intentions derrière chaque sourire. Il gardait en lui une colère douce mais tenace, une déception qui se déposait comme une poussière fine sur chaque instant de sa vie. Et pourtant, malgré ses blessures, il continuait d'avancer. Non pas par orgueil, mais parce que c'était la seule manière qu'il connaissait de ne pas sombrer. Les ruptures l'avaient endurci, mais elles l'avaient aussi isolé, laissant déjà apparaître les contours des 5 visages qui entraînent son existence. 5 noms, 5 blessures,
5 trahisons qu'il n'a jamais pu effacer. La première d'entre elles, Jean-Pierre ne l'oubliera jamais. Il s'agissait d'une amie proche, une actrice avec qui il avait partagé tant de rêves, tant de scènes. Ils se comprenaient d'un regard, se soutenaient sans avoir besoin de mots. Mais un jour, au détour d'une soirée, alors qu'ils étaient en pleine discussion sur l'avenir, elle le trahit d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle, qui semblait incarner l'essence même de l'honnêteté, avait pris l'une de ses idées, l'avait volée et l'avait vendue comme la sienne, sans un regard en arrière. La trahison n'était pas dans l'action elle-même, mais dans l'absence de rédemption, dans l'absence de reconnaissance de ce vol. Il n'eut pas le courage de lui parler, de lui dire combien il était blessé. Au lieu de cela, il se contenta de l'écarter de sa vie, d'effacer son visage, de ses souvenirs. Mais l'ombre de cette trahison le suivit pendant des années, comme une tache indélébile. La deuxième personne qui marqua sa vie fut un collègue, un homme qu'il considérait comme un mentor, un modèle. Ils avaient partagé des moments de complicité sur les plateaux de tournage, risqué ensemble, travaillé avec passion. Mais derrière cette façade d'amitié, son collègue nourrissait une jalousie qu'il dissimulait habilement. Lorsque Jean-Pierre reçut une proposition pour un rôle important, celui-ci, plutôt que de le féliciter, chercha à saboter sa carrière, à le discréditer auprès des producteurs, semant des rumeurs sur son comportement et son éthique professionnelle. Cela le blessa profondément. Ce fut la première fois qu'il comprit à quel point les liens qu'il avait formés, même les plus sincères, pouvaient se briser pour des raisons superficielles, égoïstes. La troisième personne était un membre de sa propre famille, un frère, plus âgé, avec qui il avait partagé sa jeunesse, ses angoisses, ses ambitions. Mais la vie, les années et les envies de pouvoir avaient éloigné les deux hommes. Lorsqu'un différend survint au sujet d'un héritage familial, Jean-Pierre fut trahi dans son intimité la plus profonde. Il s'était attendu à un soutien, à une solidarité naturelle, mais son frère choisit de se retourner contre lui, s'alliant avec d'autres membres de la famille pour récupérer ce qu'il considérait comme sa part. Le coup fut d'autant plus amer qu'il venait d'une personne qu'il avait toujours perçue comme un allié indéfectible. Leur relation ne fut plus jamais la même après cela. Ils s'évitèrent, se firent dire face lors des rares réunions familiales, mais la distance était devenue irréparable. La quatrième trahison venait de la part du public, ou plus précisément, des médias. Le grand public, qu'il avait élevé au rang d'icône, ne tarda pas à l'abandonner dès que les projecteurs se tournèrent ailleurs. À un moment donné de sa carrière, Jean-Pierre devint victime de la presse à scandale, des rumeurs infondées qui firent de surface, des articles malveillants qui ne cherchaient qu'à détruire sa réputation. Il était devenu un objet à exploiter, une cible facile pour des journalistes en quête de sensation. Il n'eut jamais l'opportunité de se défendre. Le monde du cinéma, celui-là même qu'il avait porté, le renia sans scrupule, le laissant face à sa solitude, sans protection, sans soutien. Mais la cinquième personne, celle qu'il ne pardonnerait jamais véritablement, c'était lui-même. Car au fil des années, dans sa quête de reconnaissance, de succès, il s'était perdu. Il avait sacrifié des moments de bonheur simple, des instants précieux avec ses proches, pour se plonger toujours plus dans le tourbillon de sa carrière. Il s'était laissé envahir par l'ambition, le désir de prouver sa valeur, de conserver sa place dans un monde qui, finalement, ne lui avait jamais donné la stabilité qu'il espérait. Il avait ignoré les signaux de son corps, négligé sa santé mentale et détourné le regard des visages qui, à une époque, avaient été les siens. À force de se donner aux autres, il s'était épuisé, et dans ce vide, il avait fait des choix qui, aujourd'hui encore, le hantent. C'est ce regard qu'il porte sur lui-même, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais avoir été assez sincère avec lui-même, qui reste la plus grande trahison de toutes. 5 visages, 5 histoires, 5 blessures qui se croisent, s'entrelacent et ne disparaîtront jamais. Le vent extérieur s'intensifie, faisant vibrer légèrement les rideaux de velours. La pièce reste plongée dans une lumière douce, presque irréelle, comme un dernier souffle avant la fin de l'instant. Jean-Pierre Léaud se tient toujours près de la fenêtre, les mains maintenant serrées autour d'un vieux livre qu'il a toujours gardé près de lui. Ses yeux, fatigués mais remplis d'une sagesse douce amère, se perdent une fois encore dans l'horizon. Il n'est plus l'homme que le monde a vu à l'écran, ni celui qui a côtoyé les étoiles.
Il est maintenant celui qui a appris, trop tard, que le pardon ne se trouve pas toujours dans les autres, mais dans la réconciliation avec soi-même. Les 5 visages qui l'ont marqué à jamais ne se dissipent pas. Ils ne disparaissent pas comme les ombres d'une journée qui se termine. Non, ils demeurent, gravés dans sa mémoire, comme des cicatrices invisibles mais profondes, formant la trame de son histoire. Jean-Pierre sait désormais que certains liens sont destinés à se briser, que certaines douleurs ne peuvent être effacées, et que peut-être c'est la vie elle-même qui, par ses trahisons, lui a enseigné sa vérité la plus dure. Il repose lentement le livre, un soupir échappant de ses lèvres. Le temps semble suspendu, tout comme les questions qui flottent dans l'air. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois garder la douleur pour se souvenir qu'on a aimé? La pièce se fait encore plus silencieuse, à peine perturbée par le souffle du vent. Et Jean-Pierre reste là, seul avec ses pensées, les yeux fixés sur un passé qui ne reviendra jamais.